La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi instituant un système universel de retraite et du projet de loi organique relatif au système universel de retraite. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale commune. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel. Monsieur le Président, Madame la Présidente de Commission spéciale, Monsieur le Ministre, je salue également la palanquée de rapporteurs, comme dirait mon copain Pierre Dharréville, devant un hémicycle vide qui en dit long sur l'importance qu'attachent les marcheurs à cet important dossier. Très heureux d'être parmi vous. Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Ambroise Croizat ne dirait pas mieux aujourd'hui. La sécurité sociale est née comme une véritable rupture de société, capable d'arracher au monopole privé la protection des hommes et des femmes de ce pays. Le Conseil national de la résistance voyait aboutir ses espérances en ce 8 août 1946, libérant chacun de l'insécurité sociale, de la crainte de la maladie, de la peur de l'accident, du naufrage de la vieillesse, comme disait le général de Gaulle. Ce temps de la vie, libéré des malheurs sociaux, des appétits voraces d'une économie nationale qui s'était compromise dans la collaboration, a perduré. Il a pris un nom, celui de la retraite. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Voilà qui formait une belle devise. La retraite a ensuite évolué. Nous avons construit un système partageur qui s'est adapté aux contraintes de différentes professions, comme par exemple l'emblématique statut des électriciens gaziers construit par Marcel Paul parce qu'il considérait que l'énergie n'était pas une marchandise comme les autres, ou bien encore comme cette avancée majeure qu'a représenté l'âge de 60 ans pour la retraite en 1982. Mais vous êtes arrivés, remplis d'arrogance et même de certitude, pour porter un coup décisif à notre système de retraite. Vous êtes les héritiers des réformes Balladur de 1993, des réformes Fillon de 2003 et même de celle de Touraine en 2014. Des héritiers turbulents car vous souhaitez maintenant détruire ce qui fonde notre pacte commun, la retraite par répartition, le plus intime élément de la République sociale. Vous voilà porteurs d'un projet de loi à trous où les ordonnances recèlent les plus mauvaises promesses de traitement. Vous vous apprêtez à créer un système à points de vie, un jeu de points où tous seront perdants. Les femmes, la majorité des 20 millions de salariés du régime général, les professionnels libéraux, les 400 000 agents des régimes spéciaux, les 4,4 millions de fonctionnaires, tous perdants. Tous perdants, mais alors pourquoi cette réforme? Pourquoi faire? Nous sommes d'accord pour dire au groupe communiste que tout n'est pas parfait dans le système actuel. C'est en ce sens d'ailleurs que nous avons adressé, au nom de notre groupe, une proposition de réforme alternative, y compris avec des propositions de financement. Mais s'il n'est pas parfait, notre système de retraite actuel limite la pauvreté. Selon l'INSEE, 44% des retraités les plus pauvres bénéficient d'une hausse de leur niveau de vie au moment du départ à la retraite. C'est notamment le cas des carrières heurtées par le chômage ou les temps partiels. Difficile dans ces conditions de comprendre alors pourquoi cette réforme, si ce n'est par une pure motivation idéologique. Car au lieu de proposer une réforme de progrès, vous avez préféré un modèle par points, injuste, inéquitable, illisible. Non, mesdames et messieurs les parlementaires, 1 euro cotisé n'ouvrira pas les mêmes droits pour tous, puisque le calcul de la pension de retraite sera effectué sur l'ensemble de la retraite, de la carrière, et non plus sur les 25 meilleures années pour le privé ou les 6 derniers mois pour le secteur public. La conséquence directe sera une baisse des pensions, puisque seront incluses dans ce calcul période de chômage, interruption, maternité et même début de carrière moins favorable.
L'autre véritable problème de cette réforme, c'est la valeur du point. Un point indexé sur un indicateur imaginaire, ou même sur un indicateur inventé pour la circonstance. Qui protégera les salariés contre la stagnation du point, voire même contre sa baisse? En commission, notre collègue Vigier a déposé un amendement pour nous garantir qu'après votre réforme, les pensions ne baisseront pas. Vous avez refusé, et à travers ce refus, nous avons débusqué ce qui est au cœur de votre projet. La règle comptable, la calculette, que vous essayez de simuler derrière des mots volés. Voler le mot justice, voler le mot universalité, voler les références à ceux qui ont versé du sang et des larmes à la libération. Mais les Français le savent. Votre universalité et votre justice sont celles du petit nombre. Votre mantra libéral se limite à répéter « nous vivrons plus longtemps et donc il faut travailler plus longtemps ». Vous vous apprêtez à reculer sciemment l'âge de départ à la retraite en jouant sur les mots. Âge d'équilibre, âge pivot, âge de référence. En fait, vous actez l'allongement de la durée de travail pour l'ensemble des salariés. Pourquoi ce recul de l'âge de la retraite alors qu'aujourd'hui 1,7 actifs occupés crée 1,5 fois plus de richesses que 4 actifs occupés dans les années 60? Pourquoi cette volonté inédite de déconnecter l'âge de départ à la retraite de ce qui a fondé notre système, la durée de cotisation? Votre mauvais projet de loi sera défavorable à tous ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, à ceux qui ont une carrière longue, à ceux qui devront travailler plus de 43 ans pour espérer une retraite à taux plein. Et plus grave encore, il sera défavorable à ceux qui n'ont pas la même espérance de vie en bonne santé. Vous essayez de nous faire croire en l'universalité. Là encore, les éléments de langage ont été rodés, travaillés. Seulement, les Français ne sont pas dupes. Vous accolez désormais l'expression universelle. Vous lui accolez l'idée de brutalité. Parce que oui, votre projet est brutal. Il nivelle par le bas les spécificités de chaque profession, des conducteurs de train, des avocats, des métiers pénibles, des infirmiers comme des égoutiers. Vous prétendez harmoniser les régimes alors que vous détruisez les compensations des secteurs entiers qui, du fait des métiers pénibles ou de moins bonne rémunération, bénéficiaient jusqu'à présent de départs à la retraite plus favorables, anticipés. Vous avez choisi la logique du nivellement par le bas et votre universalité fait l'unanimité contre elle. L'injustice sociale, l'universalité tronquée, le dogmatisme idéologique sont vos fils conducteurs. Vous avez tissé un projet qui ne répond qu'à une seule logique, la logique financière, la logique comptable, celle qui avait inspiré Thatcher dans l'âge d'or du libéralisme. Votre projet de loi essaie de faire peur aux Français avec un chantage par le déficit et par la dette. Vous le justifiez par des morceaux, alors là, c'est terrible, par des morceaux choisis du rapport du corps. Ce rapport qui, au doigt mouillé, estime à l'horizon 2030 un déficit de la branche retraite entre, excusez du peu, entre 8,7 milliards d'euros et 17,2 milliards d'euros. Un déficit du simple au double. La ficelle est énorme pour essayer de faire peur aux Français, d'autant plus que ce sont vos politiques économiques et celles de vos prédécesseurs qui ont affaibli les recettes de la sécurité sociale. CICE, allègement de cotisations patronales et même réduction du nombre d'emplois publics qui font la part belle à des cotisations patronales dont le financement de la protection sociale a été abaissé de 18 points sur la durée qui nous concerne. L'exigence d'allonger la durée de travail se trouve ainsi justifiée par d'obscures prévisions comptables qui vous donnent la possibilité de fabriquer une fausse concertation et qui donnent une vision biaisée sur la question des financements et de surcroît à l'extérieur du Parlement. Votre dogmatisme a même prévu une règle d'or de financement pluriannuel du système de retraite. Cette règle vous permet d'asseoir dans la loi les futures baisses de pensions pour assurer un équilibre qui pourrait être atteint dès à présent, par exemple, c'est l'une des propositions que nous avons formulées, par une hausse du taux de cotisation de 0,2 points par an jusqu'en 2025. Je vous le dis, Monsieur le Ministre, la règle de l'or, c'est pour les riches, la règle d'or, c'est pour la France qui manque, la France qui travaille. Vouloir diminuer la part des richesses nationales allouées au financement des retraites revient à nier que la retraite constitue une ressource de redistribution. C'est également l'aveu cinglant de votre volonté d'ouvrir la porte à la retraite par capitalisation. Car oui,
votre système, en doublant le taux de cotisation pour les libéraux et indépendants, en sortant de la solidarité nationale des hauts revenus, orchestre, d'une manière progressive mais certaine, l'assèchement de la solidarité. Vous êtes, d'une certaine manière, comme ce plombier indélicat qui percerait des trous dans le réservoir d'eau pour justifier son remplacement. Votre réforme technocratique et financière va, vous le savez, aboutir à individualiser les risques de la vie et pousser tous les assurés à rechercher une retraite supplémentaire auprès des banques et des assurances. Sinon comment comprendre la Légion d'honneur épinglée au directeur France de BlackRock? Les 5 000 milliards d'euros d'épargne des Français, c'est cela, l'océan de Smarties qui fait rêver les fonds de pension. Votre réforme, Monsieur le Ministre, est un gruyère. Les trous sont partout, notamment dans les ordonnances. Le problème, c'est qu'il y a plus de trous que de fromage. Et à la fin, les retraités mangent de l'air, tandis que la pâte cuite va alimenter l'appétit des fonds de capitalisation. Nous aurions pu nourrir l'espoir que la gouvernance serait le sujet où vous allez vous rattraper, mais rien. La gouvernance de notre régime de retraite repose, vous le savez, sur l'innovation toujours d'actualité, qu'une règle fondamentale qui est celle de la gestion des caisses par les assurés eux-mêmes. Mais là aussi, vous vous empressez d'étatiser davantage la gestion. Vous désorganisez un modèle efficace au mépris de ceux qui y travaillent, les salariés de la sécurité sociale, les agents des CARSAT sur nos territoires dont l'avenir est aujourd'hui menacé. Et en décidant d'une manière unilatérale de siphonner les excédents des caisses autonomes, à l'image de celle des avocats, vous organisez une gouvernance autoritaire, injuste, unilatérale. Les manipulations, malheureusement, ne s'arrêtent pas là. Que de contre-vérités à propos des femmes, puisque vous prétendez leur rendre justice alors que vous ne réglez pas les questions de fond. 40% des femmes aujourd'hui partent à la retraite avec une pension incomplète, 26% de différence de salaire avec les hommes. Votre réponse a été de leur proposer un système par points censé leur rendre justice. Mais on sait, dans des expériences déjà appliquées, notamment dans le système par points de l'ARCO, que les pensions des femmes ne représentent que 60% de celles des hommes et qu'elles n'atteignent que 41% du montant de celles des hommes pour la GIRC dans les systèmes par points qui vous ont permis de justifier votre mauvaise réforme. D'autres attaques encore, avec la suppression de la majoration de la durée d'assurance pour les femmes, un nouveau mode de calcul pour les pensions de réversion dont les femmes sont les principales bénéficiaires et qui va, vous le savez, vous devez l'avouer, abaisser leurs pensions. Enfin, nous avons démontré que votre engagement d'intégrer les primes des fonctionnaires dans le calcul de la retraite va pénaliser les femmes puisque celles-ci perçoivent 20% de primes de moins que les hommes dans la fonction publique, nous le savons. Ce mauvais projet de loi prépare une retraite qui n'est plus solidaire, ni pour les femmes, ni pour les autres catégories de population, comme les agriculteurs, où vous avez été pris là aussi en flagrant délit de manipulation. Alors que le Parlement avait voté à l'unanimité la proposition de loi de notre président de groupe, André Chassaigne, permettant d'accéder à 85% du SMIC pour les retraités, vous avez repoussé la mesure pour les seuls nouveaux assurés à 2022, abondant ainsi que les retraités actuels, dont 300 000 vivent au-dessous du seuil de pauvreté, n'auraient que de l'assistance. Pour gérer le stock des retraités existants, dixit le président de la République, selon l'expression tellement élégante donc, du président de la République, vous avez proposé l'APSA, en oubliant de leur dire que ces 903 € seront récupérés sur les donations et sur les frais, les droits de succession. Lors de sa séance de calinothérapie aux députés de la majorité, le président Macron a fait l'aveu que les retraites à 1 000 € ne seront pas pour tout le monde. Entendez bien ça, le président a confirmé que les retraites à 1 000 € ne seraient pas pour tout le monde. Là aussi, c'est une moisson de larmes qui prépare votre projet. Enfin, votre projet de loi a fait le choix de consacrer l'allongement des carrières en considérant le travail comme un loisir, en oubliant ceux pour qui le travail est une souffrance. Ils s'appellent Julie, José, Emmanuel, Clément,
Elles sont conductrices de train, aides-soignants, salariés de l'agroalimentaire ou marins. Ils aiment leur travail, ce qui ne les empêche pas de mesurer la dureté de leur travail. Ils souffrent au contact des produits dangereux. Ils travaillent de nuit au péril de leur vie. Ils s'épuisent dans leur chair. Ils portent des stigmates sur leur visage, sur leur corps d'une vie rude et pénible, et loin du luxe, du calme et de la volupté que vous fréquentez, j'imagine plus que nous, au quotidien. Dans l'industrie et dans bien d'autres entreprises, vous leur proposez à eux du sang et des larmes. Ils n'ont pas besoin de compter leur point de vie pour savoir qu'ils auront besoin de partir plus tôt que 62 ans. Avec votre amateurisme, avec votre brutalité, vous essayez de briser ce qui est universel, la sécurité sociale, la retraite par répartition. Ce sont nos biens communs qui ne devraient pas avoir à souffrir de votre turpitude. 74 ans après lui, à cette même place, nous allons faire résonner la voix de ces oubliés de la République. Nous combattrons votre mauvais projet de loi pour proposer aux Français des jours heureux. Car plus que jamais, la voix d'Ambroise Croizat résonne dans cet hémicycle. Jamais nous ne tolérerons que soit rogné un seul avantage de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. Merci. La parole est à Monsieur le Président Gilles Legendre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le débat que nous ouvrons est un moment de vérité dans l'histoire de notre pays. Favorables ou opposés à la réforme des retraites, les Français ont compris que ces longues discussions seront décisives pour leur avenir et celui des générations futures. La vérité exige d'abord de nommer cette réforme. Non, chers collègues de l'opposition, le nouveau régime universel de retraite ne sera ni de droite ni de gauche. Et en l'enfermant de part et d'autre de cet hémicycle dans ces critères, vous avez couru le risque d'en trahir le sens. Cette réforme réinvente ni plus ni moins le pacte social de notre pays et dans cette ambition, à bien des égards bouleversante, se nichent encore, c'est vrai, des motifs d'incompréhension, d'inquiétude, d'opposition, toutes légitimes et qu'il nous incombera progressivement de lever. Cette réforme est une réforme de justice, de solidarité, massivement redistributrice et protectrice de nos concitoyens les plus fragiles. Ceux qui disent que notre système actuel est durable se payent de mots. C'est tout le contraire. Il est devenu illisible et injuste malgré les rafistolages opérés par les majorités qui nous ont précédés sans jamais offrir de réelles perspectives à nos concitoyens. Nous avons le courage de mettre fin à cette hypocrisie, voulant que la défense d'avantages de moins en moins acquis serve d'alibi à un immobilisme de plus en plus inavouable. Comment expliquer, arrêtez de crier, vous. Comment expliquer que nous soyons si peu à regarder cette réalité en face, notamment sur les rangs de cet hémicycle où, dans notre histoire, ont été proclamés avec la plus grande fermeté les idéaux de justice. Cette réforme n'est ni de droite ni de gauche, c'est une réforme qui, en confiant son architecture et sa mise en œuvre à la démocratie sociale, donne à celle-ci une chance inédite de se réinventer. Et là encore, comment ne pas s'étonner que cette ambition cruciale pour rénover notre République ne recueille pas un plus large soutien de la part de ceux qui, ici, se vantent
d'en être les plus ardents défenseurs. Non, cette réforme n'est ni de droite ni de gauche. Elle est le fait d'une majorité qui a fait du dépassement de ce clivage et de la création de nouveaux droits l'épine dorsale de sa politique depuis l'origine. Droit réel et non pas droit formel. Droit réel qui consiste à faire entrer dans le système des personnes qui jusqu'alors ne travaillaient pas suffisamment pour être protégées. Droit réel, la prise en compte de toutes les trajectoires de carrière qui ne sont plus linéaires dans le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Droit réel, le fait de ne laisser personne sur le bord de la route, nos agricultrices et nos agriculteurs, les femmes, les mères de famille, les indépendants, tous les métiers pénibles. Droit réel, les mesures d'accompagnement de cette réforme, je pense notamment à la rémunération des enseignants qui sera revalorisée. Ces nouveaux droits et d'innombrables autres que ce débat va permettre de mettre en valeur témoignent de la force de notre ambition réformatrice. Celle-ci a déjà permis de jeter les bases de solidarité nouvelles au moyen d'une politique économique et sociale dont les résultats, n'en déplaisent à certains, sont positifs et tangibles. Le chômage a baissé à son plus bas niveau, l'apprentissage d'écoles, les créations d'entreprises sont toujours plus nombreuses, les investissements de plus en plus dynamiques. Les conditions sont réunies pour continuer à agir et conférer aux Français les droits nouveaux qu'ils méritent encore pour les patients, pour les foyers modestes, pour faire mieux et plus sur le front d'emploi des personnes en situation de handicap, pour les personnes dépendantes. Face à ces défis, nous ne nous déroberons pas. Si depuis plus de 2 ans, nous agissons pour que le travail des Français paie plus, ce n'est pas pour que leur retraite paie moins. Mes chers collègues, depuis l'origine, les députés La République En Marche, de plus en plus nombreux, ont accompagné le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, à qui je rends ici hommage, puis le gouvernement, dans la confection des projets qui nous sont soumis. C'est avec la détermination que nous autorise ce patient travail et la sérénité que nous confère la conviction d'agir pour le bien des Français que nous engageons cette discussion et nous projetons dans le vote de ces 2 lois profondément progressistes. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Président Éric Woerth. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, attention aux grands mots, je le dis à la majorité, attention aux grands mots comme refondation, employés à tort et à travers sur chacune des réformes qui sont présentées ici. C'est beau comme l'antique, dirait Bonaparte. Mais enfin, lorsque les fondations sont mal construites, l'édifice est bancal. Et l'édifice que vous nous présentez, il est bancal. Alors il faut dire que ça avait mal commencé, très lentement, trop lentement. Pendant 2 ans, vous avez réussi à ne mener aucune concertation, on en voit d'ailleurs le résultat, avec les syndicats. Elle commence juste, et vous n'avez mené aucune consultation auprès des formations politiques. Vous auriez pu vous entretenir avec les Républicains, avec le Parti socialiste, avec d'autres formations qui sont ici représentées, avec les communistes, etc., etc. Vous auriez pu le faire, ça aurait été de bonne facture, ça aurait été bien naturel. Au fond, vous ne l'avez pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons été reçus par M. Petraszewski exactement il y a à peu près 1 semaine. Merci de l'avoir fait. Enfin, c'est un peu tard. On n'a jamais mis autant de temps pour faire une réforme des retraites. Et puis maintenant, vous voulez aller vite, trop vite, trop vite. Vous mettez la pression sur l'Assemblée nationale en demandant une procédure d'urgence, pourquoi pas, mais on n'est pas allé au bout de l'examen en commission, on aurait pu aller au bout de l'examen en commission. Après 2 ans d'une pseudo-concertation, ça mérite bien 2 mois de discussion à l'Assemblée nationale. Du temps en commission et du temps en séance.
en évitant évidemment, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, des conditions dégradées ou des conditions déplorables d'examen, comme siéger les samedis dans la nuit, les dimanches dans la nuit. Tout ça n'aurait pas de sens. Prenons le temps d'aller jusqu'au bout de cette proposition. Le Parlement est d'ailleurs largement ignoré dans le processus. Je disais qu'au fond, il y a la table des grandes personnes, des parents. Il y a les syndicats et le gouvernement, ça s'appelle la conférence de financement, les partenaires sociaux, on parle des choses sérieuses, on parle du financement, on parle de la réforme en elle-même. Et puis à la table des enfants, c'est un peu nous quand même, hein. Là, il y a beaucoup moins, on parle moins sérieusement, on parle de cadre de réforme, on ne parle pas de financement, on parle d'ordonnance, on parle de conférence de financement. Donc tout ça est évidemment assez creux. C'est un peu comme un médecin qui se trompe de diagnostic. Le remède que vous prescrivez aujourd'hui aux malades, parfois imaginaire, le remède que vous prescrivez, il risque de coûter cher et de ne pas être efficace. Votre réforme, elle est d'abord extrêmement incompréhensible. Elle est illisible pour le commun des mortels. Moi-même, sans doute, je n'en comprends pas toute la subtilité. Probablement, je ne suis pas le seul. Peut-être ici, il y aurait... Non, allez... Peut-être quelques-uns ici qui ne comprennent pas non plus exactement de quoi il s'agit. Ça pourrait être le cas éventuellement de quelques membres du gouvernement. Je n'en suis pas sûr non plus, mais enfin, peut-être. On se dit que finalement, assez peu de monde domine totalement la créature qui a échappé à son créateur. Pourquoi? Parce que on est incapable de se projeter pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans éventuellement, pour essayer d'avoir une idée de ce que vous faites. En fait, parler de retraite sans vraiment parler d'âge, c'est comme parler de mariage sans parler d'amour. C'est possible, bien sûr, c'est possible, mais on passe peut-être à côté de l'essentiel. C'est probablement un peu vieux jeu, mais on passe à côté de l'essentiel. La réalité, c'est qu'on vit plus longtemps en bonne santé, et tant mieux, et qu'il y aura de moins en moins d'actifs pour payer les retraités. Il faut en tirer des conséquences, et il faut travailler plus longtemps, et il faut le faire de façon claire et nette. Parler de retraite sans parler d'argent, c'est tout aussi délicat. L'absence totale de visibilité sur le financement du nouveau système, ça interroge jusque d'ailleurs dans vos propres rangs. Une partie de cet équilibre, d'ailleurs, repose sur 2027 par une sorte de tour de magie. On ne sait pas du tout comment vous remettez le système en équilibre en 2027. Il y a d'ailleurs des courbes très intéressantes. Il y a un graphique qui s'appelle le graphique numéro 63 qui montre qu'on rejoint l'équilibre. Personne ne sait si le chemin est bien tracé. Et puis après, on s'aperçoit d'ailleurs un peu plus que globalement, avant la réforme et après la réforme, ça donne à peu près les mêmes résultats financiers. Donc on se demande, on peut à juste titre se demander pourquoi tout ça au fond, hein, quel est le motif de tout cela. Vous nous présentez aussi une réforme systémique. C'est très bien. La réalité, c'est que nous allons passer des jours, ou des semaines en tout cas, à parler de paramètres. Et d'ailleurs, les gens défilent pour des paramètres, ils ne défilent pas pour des systèmes. Et d'ailleurs, un système sans paramètres, c'est une sacrée boîte vide. Et la boîte est aujourd'hui, en tout cas, à moitié vide. La preuve d'ailleurs de la complexité de la réforme, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres. Ils sont plus nombreux qu'avant. L'âge légal, l'âge pivot, la valeur du point, deux valeurs, à l'achat, la valeur de service, la durée de cotisation qui ne disparaît pas pour tous les sujets, l'indice du revenu moyen qui est un indice qui reste à créer, qui n'existe pas, et puis j'en passe, des périodes dans tous les sens, des dates, 2045, avant, après, ceux qui sont nés en 75, ceux qui sont nés en 95, 5. Ça fait quand même beaucoup de sujets pour une réforme systémique. Ce sont une série de paramètres qui sont parfaitement dominés, j'imagine. Dans nos rangs, ça va de soi. Chez les Français, j'imagine que ça va de soi aussi. Puis votre projet, il est universel. Sauf qu'il est universellement un peu disparate. C'est que vous recréez beaucoup de régimes spéciaux à l'intérieur. Vous créez un acteur unique, une sorte de recentralisation finalement du système de retraite, quand auparavant il y avait des caisses autonomes, et vous les recréez d'une certaine manière, puisque chaque fois qu'une profession vient vous voir, vous vous dites qu'il faudrait peut-être qu'on regarde, un peu comme des niches fiscales. Mais vous combattez les niches fiscales dans le système social. Vous auriez dû combattre des niches sociales dans le système social. Vous auriez dû avoir, au fond, cette même cohérence. En définitive, dans ce texte, il y a plus de zones d'ombre que d'espaces de clarté. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples. J'en ai pas le temps, mais j'en pense à un ou deux. La question de la convergence de l'âge de départ pour les régimes spéciaux, elle reste largement ouverte. J'avais posé la question ici même au Premier ministre, mais je n'ai toujours pas la réponse. Le premier conducteur de train
partira à 62 ans quand exactement? Au fond, à quelle période? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 43 ans, comme on a pu le dire? Où est la réponse? Ce sont des sujets. Vous nous assurez que la valeur du point sera garantie. Mais en fait, il y a deux valeurs d'achat et de service, deux méthodes pour les réaliser avant ou après 2045. Donc tout ça n'est pas très clair et beaucoup d'exemples pourraient être cités. Les réserves des régimes autonomes, comment ça va se passer? Vous allez les utiliser pendant la période extrêmement longue de transition. Mais à quelle vitesse allez-vous les utiliser et selon quelles modalités vont-ils être ponctionnés en faveur du régime universel? Bref, beaucoup d'incertitudes. En face de cela, il y a bien d'autres points obscurs. Au fond, le texte est un peu un texte iceberg où l'essentiel est immergé sous la surface de la mer. Ajoutez à cela des phases de transition qui sont absolument interminables. J'ai compté 18 dates qui s'entremêlent pour créer plus de 39 phases de transition pour passer d'un morceau du système à un autre morceau du système. Il y a donc un système d'une complexité absolument inouïe. Vous résolvez, c'est vrai, vous résolvez le cas des 9 pensionnés du régime des chemins de fer franco-éthiopiens, qui relie d'ailleurs Djibouti à Addis Abeba. Demain, on parlera sans doute encore, en 2100, des pensionnés des régimes spéciaux de la SNCF. Il y avait pourtant d'autres choses à faire. Et sur un certain nombre de points, on vous rejoint. Nous sommes favorables à faire en sorte qu'on supprime les régimes spéciaux qui sont d'un autre temps. Nous sommes favorables à augmenter le minimum garanti. Enfin, honnêtement, on n'avait pas besoin de révolutionner absolument tout le système dans un système qu'on ne comprend plus pour justement et uniquement faire cela. Nos propositions sont extrêmement simples, monsieur, très simples. Tout d'abord, on repousse l'âge de 62 à 65 ans progressivement en 12 ans. C'est plus simple, c'est moins hypocrite que l'âge pivot, c'est 2 fois plus efficace sur le plan financier et c'est plus juste également car ça ne crée pas une sorte d'effet d'horizon, d'effet miroir vers lequel les gens vont aller alors qu'ils auront une super décote à l'arrivée. Nous proposons de créer un socle commun, un régime universel, un socle commun, mais à hauteur d'un plafond de sécurité sociale unique pour tous. Et nous proposons des régimes complémentaires, évidemment, à ce moment-là, en fusionnant les régimes publics et privés, en supplément les régimes publics et privés. Et la pénibilité, elle doit être une pénibilité pour tous. Il doit y avoir un système universel de pénibilité fondé sur l'usure physique, sur l'usure professionnelle. Bon, tout ça fonctionne parce que, comme on a déjà fait des réformes des retraites avant vous, ce qui n'est pas visiblement votre cas, chers collègues, comme on a déjà fait quelques réformes des retraites, qu'on a mis aussi quelques millions de personnes dans la rue, au moins là, on pourrait discuter de manière claire avec celles et ceux qui aujourd'hui sont opposés. Bref, tout ça pour ça. Les Français se posent des questions simples, quand est-ce qu'ils partent et à quel âge? Au-delà des convergences entre public et privé, avait-on besoin de chambouler cela? Au fond, votre réforme est si compliquée qu'elle est inutile. Je crois même que demain, on sera totalement incapable d'en mesurer l'impact. On ne saura pas si c'est mieux avant, si c'est mieux après. Personne ne pourra le dire. Vous avez décidé de procéder ainsi. C'est un mystère pour moi, réellement un mystère. Je ne sais pas pourquoi vous êtes mis dans cette situation-là. Vous pouviez respecter la parole du président de la République et faire autrement, plus simple, plus efficace. À vouloir tout faire converger à marche forcée, les Français, eux, ne convergent pas. À défaut d'être plus consensuels ou plus populaires, vous auriez pu être beaucoup plus simple, plus direct, plus humble, peut-être, et plus efficace, sûrement. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Président Mignola. 15 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente de Commission, chers collègues. Dans quel projet s'inscrit la réforme des retraites que nous allons étudier ensemble dans les jours qui viennent? Au fond, si on se souvient d'il y a 2 ans, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, la France avait du mal à payer ses factures et elle réduisait donc avec peine ses fractures. Et il y en avait beaucoup, des fractures. Il y avait le chômage de masse, il y avait une formation professionnelle bloquée, il y avait des collectivités locales sous-financées, il y avait des déserts médicaux sur le territoire, il y avait une écologie d'intention et rarement de réalisation. Mais j'aime à rappeler ces fractures, mes chers collègues de l'opposition de droite et de gauche.
Parce que depuis, vous nous les avez reprochés à nous-mêmes, comme si nous étions responsables de vos impérities passées. Mais parmi les fractures, il y avait aussi les retraites. Des retraites incertaines et souvent injustes pour un grand nombre de Français. Alors, depuis 2 ans, pas à pas et humblement, nous avons agi, un peu, beaucoup, mais pas assez. Pas assez. D'ailleurs, les Français nous le disent. Ils considèrent que les effets de nos politiques sur eux-mêmes et dans leur quotidien ne sont pas suffisamment traduits et ressentis. Et donc, au moment où nous avons remis en marche l'économie, au moment où nous avons de premiers résultats budgétaires, au moment où on a pu remettre du progrès dans ce pays, eh bien, le temps est venu de dessiner le visage du nouveau contrat social que nous voulons proposer aux Français. Ce contrat social, c'est celui que nous portons ici. C'est ce pourquoi nous avons été élus. C'est ce pourquoi nous avons fait tant d'efforts, parce que c'est jamais populaire de prendre des mesures en matière économique et en matière fiscale. Mais ça paye. Et il faut que désormais, le progrès que nous avons recréé puisse être partagé et que les moyens financiers que nous avons retrouvés soient redistribués. Et c'est bien dans ce projet sur les retraites que nous pouvons ainsi porter un projet de redistribution. Ce projet des retraites, je le dis ici avec solennité devant vous, c'est le premier bloc du nouveau contrat social et civique que nous voulons proposer aux Français. Parce que on nous dit « mais pourquoi vous faites ça alors que le système fonctionne très bien ?» Mais ce système ne fonctionne pas bien. Ce système est injuste pour un très grand nombre de Français. Les petites retraites agricoles, c'est bien dans ce système qu'il existe. Les petites retraites des commerçants et des indépendants, c'est dans ce système qu'il existe. Les 100 000 femmes qui sont obligées de partir à 67 ans à la retraite, c'est ce système qui l'a créé. Et le déséquilibre budgétaire, il vient bien de ce système. Quand on nous annonce ici ou là que les pensions vont baisser, parce qu'en répétant 1000 fois un mensonge, on va penser à la fin que c'est une vérité, mais les pensions sont certaines de baisser avec le système actuel. Il nous faut donc bien, et je le dis, Président Woerth, il nous faut donc bien le refonder, parce qu'on n'en est plus dans des bidouillages de paramètres. On est dans une nouvelle vocation et un nouveau projet. Alors on nous dit, finalement, ce n'était pas si urgent, il y avait d'autres urgences. Pas faux. Pas faux. Au fond, nous attendent encore l'hôpital public, la transition énergétique, les institutions, la dépendance, Monsieur le Ministre. Et c'est la raison pour laquelle il est si regrettable de ralentir le débat parlementaire, a fortiori avec des amendements circulaires et répétitifs, qui ont fait l'objet de débats parfois intéressants, parfois totalement inintéressants. Ces amendements venus d'une opposition, au fond, qui a renoncé à la proposition et qui s'est fait seulement la spécialité d'une monoculture de l'obstruction. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça concerne la vie des Français. Ça concerne notre vie, à nous, ceux des pensionnés d'aujourd'hui, ceux des pensionnés de demain, et au fond bloquer le système parlementaire en déposant des amendements point-virgule. Il y a un théâtre qui porte ce nom. Et on va transformer cette Assemblée nationale, non pas en théâtre du point-virgule, mais en théâtre des amendements point-virgule, et je le regrette beaucoup. Je fais une petite blague pour le rapporteur turquois. Mais le plus regrettable est qu'au fond, ce jeu d'obstruction par l'amendement, par milliers, embête la majorité, mais au fond, il empêche aussi les oppositions de s'exprimer. Et si on se rappelle cette phrase qui est prêtée à Voltaire, qui est de dire « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez vous exprimer ». Au fond, aujourd'hui, l'obstruction parlementaire de la part des oppositions, ce n'est pas seulement d'empêcher la majorité de parler, c'est aussi d'empêcher des gens qui sont eux-mêmes d'accord avec eux. Je pense que le Parlement est en train de s'autodétruire ce faisant. Je pense qu'il empêche qu'on vienne sur le fond des sujets. Je crois que nous avons intérêt à travailler mieux que ça, chers collègues. Alors on nous dit, bien sûr, il faut résister. C'est parce qu'on veut résister, parce que sinon la France va plonger dans la nuit avec cette réforme. Oui, enfin le coup de la nuit et de la France qui va plonger dans la nuit, ça fait plusieurs fois qu'on nous le fait. Monsieur le ministre s'en rappelle, on l'a eu sur le Code du travail, on l'a eu sur la réforme de la SNCF, on l'a eu sur la formation professionnelle. Je ne crois pas que la France est à ce point
plonger dans la nuit. Je crois qu'il faut savoir être juste, être humble et se dire que quand on présente un projet aux Français, il faut laisser le grand mot de côté pour faire un peu plus d'efficacité. Alors de quoi parle-t-on? Projet retraite. C'est un système par répartition et par points. On gagne des points pour avoir sa retraite pour chaque jour travaillé, plutôt que ce soit des trimestres entiers. Au fond, ça ressemble beaucoup à l'ancien système, on y ajoute 3 choses. On y ajoute de l'équité, de la solidarité, de la solidité. De l'équité parce que nous faisons disparaître les régimes spéciaux, on le fait progressivement par respect de la parole donnée du contrat signé, par respect pour les personnes qui sont actuellement employées dans ces régimes spéciaux. On y ajoute de la solidarité. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le système, je viens d'en parler il y a un instant, est un système où il y avait beaucoup de trous dans la raquette pour, je l'ai dit, les femmes, les agriculteurs, les commerçants, les indépendants, on va dire les carrières heurtées, disons les choses de façon moins pudique, pour les plus pauvres dans la société, pour ceux qui connaissent le plus d'accidents de parcours. Et puis on y ajoute la solidité parce qu'en effet, nous avons cette ambition insensée de vouloir que le système soit équilibré. Alors, on a d'ailleurs proposé un âge pivot autour duquel les oppositions ont beaucoup tourné, et nous avons pris, et je crois que c'était sage de la part du gouvernement, la décision de laisser aussi la place à la démocratie sociale pour qu'il propose mieux que l'âge pivot. Mais je m'arrête là un instant. En proposant un âge d'équilibre à 64 ans, quand les Français aujourd'hui travaillent jusqu'à 63 ans et demi, le fait que nous fassions tous un effort pour travailler 6 mois de plus afin d'assurer une retraite à nos parents aujourd'hui et à nos enfants demain, dans un pays où en 60 ans on a gagné 13 ans d'espérance de vie, il n'y a rien d'affamant. Il n'y a rien d'affamant de dire la vérité, que si on vit un peu plus longtemps, on peut travailler un peu plus longtemps aussi. Au fond, puisqu'on met de la solidarité et de la solidité, c'est une réforme qui est socialement de gauche et économiquement de droite. J'ai cité la moitié de Bourlange. Et donc, aux yeux du MoDem, c'est une vraie réforme en même temps, et je crois que finalement, on va la soutenir. Alors, on a mis quelques conditions. On a mis 3 préalables. Premier préalable, les pensions ne doivent pas baisser, ni les pensions d'aujourd'hui, ni les pensions de demain. Ça permet d'éviter effectivement que, à chaque fois qu'on entend répéter que les pensions baisseront, non, nous pouvons dire ici solennellement en français que les pensions ne baisseront pas. 2, ce qui est acquis est acquis. C'est-à-dire que ce qui a été acquis dans les précédents régimes devra rester aux personnes qui ont acquis ces points, ces efforts, ce mérite qui a été le leur pour qu'ils demeurent. 3, on ne touche pas aux réserves. Parce que les réserves doivent demeurer à ceux qui les ont constituées. Et donc, je le dis également pour les avocats, je le dis également, je le dis pour tous ceux qui ont constitué des réserves, parce que, comme l'a très bien relevé Jean-Paul Mattei en commission spéciale, toutes les réserves devaient être pillées pour équilibrer le projet de la France insoumise. En l'occurrence, nous voulons faire un projet qui est équilibré sans toucher aux réserves. C'est le 3e préalable. Et puis, ensuite, on met des priorités. La première priorité, c'est la gouvernance. La gouvernance doit être partagée. Elle doit être partagée avec les syndicats. Et c'est une véritable responsabilité que de co-construire. Oui, nous acceptons d'avoir un texte à trous. Oui, nous acceptons que tout ne soit pas décidé à l'avance, parce que oui, tout simplement, on veut que la représentation syndicale ait ses responsabilités dans le futur système de retraite qui sera le nôtre. Et ça, c'est une garantie apportée aux Français. Parce que si vous trouvez des syndicats qui, dans les 20 ans qui viennent, ou les 40 ans qui viennent, ont envie de faire baisser les pensions, vous me les amenez, parce que ça ne marchera pas. C'est la plus belle garantie qu'on peut donner aux Français. Deuxième chose, les retraites progressives. Et j'ai entendu tout à l'heure un des orateurs mettre en cause d'ailleurs le rapporteur Turquois en disant que c'était bien vivre au travail. Mais on parle de quoi? On parle du fait que nous devons penser ce que jamais nous n'avons pensé dans notre pays. Comment on arrive dans ces dernières années de carrière professionnelle. À 55 ans, on est au summum de sa compétence physique, mais on n'est pas à son summum de résistance physique. On a la compétence professionnelle, on n'a pas la résistance physique. Et donc, il faut pouvoir, à un moment, travailler moins pour transmettre plus.
Et dans l'économie française, qui est une économie de compétences, le fait que les seniors, les travailleurs expérimentés qui arrivent en fin de carrière puissent transmettre par le tutorat, c'est un joli mot qui a été utilisé par Thierry Benoît aussi, le tutorat, qu'on puisse passer ainsi ces compétences professionnelles, je crois que c'est même, au-delà de l'économie, c'est une avancée sociale. Parce qu'il n'y a rien de pire, au fond, de se dire, quand on arrive à la retraite, du jour au lendemain, on a les collègues qui vous offrent un pot d'Oasis et un sac de livres, éventuellement un vélo, mais sans rien qu'on nous demande d'un point de vue professionnel. Et du jour au lendemain, on a l'impression de ne plus rien valoir. Et bien, si on peut avoir un peu plus de respect pour ceux qui arrivent en fin de carrière professionnelle, et si on peut préparer l'avenir de nos entreprises, on doit le faire avec des retraites progressives et une transmission peu pensée. Troisième priorité, la famille, parce que nous devons non seulement travailler sur les avancées très importantes qui sont proposées par le gouvernement et qui ont été améliorées encore la semaine dernière dans la discussion et la concertation avec les mouvements de la majorité. Il faut que ce soit, pour le troisième enfant, évidemment un bonus, mais il faut probablement qu'on réfléchisse aussi au deuxième enfant. Parce que dans une société où on fait des enfants de plus en plus tard et où les politiques familiales ont été déchirées sous les quinquennats Sarkozy et Hollande, aujourd'hui, on hésite, mais si, mes chers collègues de droite, vous avez déchiré le quotient familial, c'est vous qui avez commencé, vous avez accusé Hollande, mais rendons aux deux Césars ce qui leur appartient. L'un et l'autre ont abîmé la politique familiale. Et donc, il faut qu'à travers ce projet de retraite, nous soyons en capacité de rassurer les femmes, parce qu'au fond, même pour ceux qui, en matière de famille, quand on parle de famille, sortent leur pistolet. Je rappelle que les cellules familiales, aujourd'hui, sont différentes. Il y a des familles décomposées, recomposées, il y a des familles homoparentales. Ce n'est pas seulement un propos de démocrate chrétien que je suis en train de tenir là, quoique dans ma bouche, ça honore plus que ça péjore le propos. Mais il faut quand même qu'on soit en capacité, demain, d'avoir des politiques familiales qui soutiennent et qui permettent aux familles de se construire dans la durée et d'assurer un équilibre à long terme du système. Quatrième condition, il faut parler des stocks de MICO. Il y en a quelques-uns qui l'ont évoqué, et puis ça va revenir à période régulière. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à insister pour dire qu'effectivement, si cette réforme s'adresse forcément aux retraités à venir, il faut qu'on règle les problèmes des retraités passés, de ceux qui sont aujourd'hui en situation difficile. Et j'ai proposé au Premier ministre que les deux rapporteurs généraux du PLFSS, il y en a un qui vient de devenir ministre, mais je ne doute pas qu'il sera remplacé utilement, les deux rapporteurs généraux du PLFSS au Sénat et à l'Assemblée nationale puissent conduire une mission avec un rendu dans les 6 mois qui viennent pour que nous puissions identifier les cas, identifier les budgets et proposer un calendrier de résorption des profondes injustices qu'avait fondé l'ancien système. Dernier élément, celui de la pénibilité. Nous avons la possibilité aujourd'hui de confier la pénibilité, non pas comme ça avait été pensé par le passé, par tête de salarié, avec des règles si complexes et si nombreuses qu'on ne pouvait pas appliquer la véritable évaluation de la pénibilité. Nous pouvons la confier aux branches. Et qu'à l'intérieur de chaque branche, et métier par métier, les représentants syndicaux soient capables de déterminer dans la réalité, et sans que ce soit impossible, comme c'était le cas dans les entreprises, ce qu'est le niveau de pénibilité. Mais, et je voudrais terminer par là, je voudrais juste qu'on se dise une chose par rapport à la pénibilité au travail. Je ne voudrais pas qu'on se dise que le travail, c'est seulement une aliénation. Je ne voudrais pas qu'on ait une vision obstétrique du travail, où, au fond, le travail ne conduit qu'à une délivrance, et penser que le but du travail, c'est forcément la fin du travail, parce que dans ce cas-là, on se dira que le but de la vie, c'est la fin de la vie. Ce n'est pas la vision que nous avons. Nous allons faire une retraite par répartition, nous allons faire un nouveau projet social, et enfin, nous construirons un nouveau contrat social pour les Français. Merci. La parole est à monsieur Olivier Faure. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, toucher à notre système de retraite, ce n'est pas rien. Forgé dans l'épreuve héroïque de la résistance, créé à la Libération, il a fait ses preuves.
Le nombre de retraités pauvres est 2 fois plus faible chez nous que chez nos voisins. Les inégalités salariales se réduisent au moment du départ à la retraite. Mais c'est aussi incontestable, le système est perfectible. Ça tombe bien. Ça tombe bien, en 2024, le gouvernement disposera d'une opportunité historique. Le fameux trou de la Sécu sera comblé et ce sont alors entre 18 et 20 milliards d'euros qui seront disponibles chaque année pour financer nos retraites, la dépendance et soulager l'hôpital public. Tout cela sans aucun prélèvement obligatoire supplémentaire. Vous disposez là d'une occasion dont aucun gouvernement avant vous n'a disposé. Alors, une évolution de notre régime, c'est oui. Pour reconnaître toutes les situations de pénibilité, c'est oui. Pour faire mieux pour les femmes, encore oui. Pour mettre les pensions minimales au niveau du SMIC, oui encore. En bref, pour faire plus juste, c'est oui, 1000 fois oui. C'est ce que nous avons proposé, nous, la gauche et les écologistes. Mais si c'est pour faire injuste, ce que disent tous les syndicats, y compris la CFDT, qui pourtant est favorable à un système à points, alors c'est non. Vous nous dites, cette réforme rendra le régime universel, plus lisible et plus juste. Vraiment ? Un régime universel avec les mêmes règles pour tous ? Mais j'observe, les régimes spécifiques se substituent aux régimes spéciaux sans aucune logique. Les pilotes de ligne, les transporteurs ont droit à la mansuétude du pouvoir, mais pas les conducteurs de bus ou de TGV, à croire qu'il vaudrait mieux transporter des marchandises. Universel, mais le montant des pensions variera d'une année sur l'autre en fonction de la conjoncture économique. Universel, mais l'âge d'équilibre reculera selon la génération à laquelle on appartient. Universel, mais les revenus au-dessus de 10 000 € seront invités à aller capitaliser ailleurs. Vous nous dites une réforme lisible, mais selon que vous êtes déjà à la retraite, que vous êtes né avant 1975 ou après, selon que vous entrerez sur le marché du travail au lendemain de la réforme, les règles seront différentes. Si vous bénéficiez d'un régime spécial, les dates de bascule seront encore différentes. Si vous entrez dans la catégorie des nouveaux régimes spécifiques, ce sera encore une autre affaire. Et je passe sur la valeur d'achat du point et sa valeur de liquidation. Vous dites une réforme juste, mais vous refusez de reconnaître la majorité des situations de pénibilité. Le mot même de pénibilité écorche la bouche du président qui le trouve trop dur. Vous trouvez juste, vous, que l'on passe d'une durée de cotisation égale pour tous à un âge d'équilibre, ce qui conduira les carrières les plus pénibles à cotiser plus longtemps encore pour financer les retraites de ceux qui ont la plus grande espérance de vie et les pensions les plus élevées? Vous trouvez juste que les femmes n'aient d'autre choix que de renoncer à leur pension de réversion ou de renoncer à divorcer? Vous trouvez juste que les carrières hachées soient sanctionnées 2 fois, une première par la réforme de l'assurance chômage qui a durci les conditions d'indemnisation et une seconde fois à la retraite? Vous trouvez juste que les chômeurs non indemnisés ne produisent plus de points? Vous trouvez juste que la base de calcul des autres soit le montant de l'indemnité chômage et non plus le dernier salaire? Alors maintenant, chacun d'entre nous est face à ses responsabilités. D'abord, celle de refuser de voter un chèque en blanc, un bandeau sur les yeux. Jamais, non, jamais aucun parlementaire ne devrait accepter de déléguer son pouvoir 29 fois, oui, 29 fois par ordonnance. Jamais, non, jamais aucun parlementaire d'entre nous ne devrait accepter de voter sans savoir sur qui reposera le financement. Aucun d'entre nous ne devrait accepter de voter alors que l'indice INSEE sur lequel reposera l'indexation n'est même pas encore connu. Aucun d'entre nous ne devrait accepter de voter sans avoir les simulations permettant de mesurer les conséquences pour chacun de ceux qui nous ont fait la confiance pour porter leur voix ici à l'Assemblée. C'est l'idée que je me fais de mon mandat, c'est l'idée que je me fais de la démocratie et j'aurais
tellement, chers collègues, oui, tellement aimé pouvoir la partager avec chacune et chacun d'entre vous. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Mon cher ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, de souvenir, la dernière grande réforme qui concerne les retraites que nous avons discutée, débattue dans cet hémicycle, date d'il y a 10 ans. Je dis bien la dernière grande réforme qui concerne les retraites. Et là, je regarde Éric Woerth et ses coéquipiers, puisque je me souviens, il y a 10 ans, lorsque, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, il s'était agi de reculer de 2 ans l'ouverture des droits à la retraite, passant ainsi de 60 à 62 ans. C'était une décision difficile, c'était une décision courageuse, qu'en tant que député centriste à l'époque, j'ai soutenu, j'ai voté et que j'ai assumé. Même si, avec mes amis centristes, quels que soient les bancs où ils se trouvent, je le dis, au moins depuis 3 législatures, nous demandons, nous proposons lors des campagnes présidentielles et lors des campagnes des élections législatives l'instauration d'un régime universel de retraite par points. Et je le dis aujourd'hui, les centristes, quel que soit le banc où ils se trouvent, doivent raisonnablement soutenir ce projet. J'ai examiné de manière très attentive ce projet de loi, notamment à travers les 75 heures de débat que nous avons eues en commission spéciale sur le projet de loi ordinaire et les 6 heures que nous avons eues sur le projet de loi organique. Le grand sujet et le grand enjeu, c'est de préserver le système de retraite par répartition, qui aujourd'hui est un système de retraite par répartition au trimestre, que le gouvernement veut transformer au point. Et je trouve que ce système qui veut que les actifs cotisent pour les pensions de retraite des générations qui les précèdent, c'est-à-dire des retraités, est quelque chose qui est généreux et qui vise à travailler la solidarité entre les générations. Pour ce qui me concerne, je regrette naturellement que nous n'ayons pas pu aller au fond des choses pour ce qui concerne les travaux en commission, mais rappelons quand même que ces 75 heures ont quand même permis d'avoir un débat approfondi. Et j'ai face à moi Jean-Paul Mattei, et il fait partie des députés qui ont travaillé ce texte de manière consciencieuse. Pour ce qui concerne, je vis dans une circonscription où une grande majorité des retraités sont des retraités issus du secteur de l'industrie, du secteur de l'agriculture, des artisans, des commerçants, des indépendants, qui aujourd'hui, bien souvent, ont des retraites qui s'étirent entre 500 et 900 euros, parfois 1000, et lorsque ça atteint 1500 euros, ce sont des retraites d'exception. Et donc j'explique à mes concitoyens que ce système de régime de retraite par points, eh bien, il ne sera certainement pas plus inéquitable que ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour ma part, je souhaite sincèrement que nous puissions travailler de manière approfondie sur la question de la pénibilité, en élargissant le débat au-delà des charges lourdes, des risques chimiques, des vibrations mécaniques. Je souhaite qu'on puisse aborder les questions du travail de nuit, des horaires décalés et aussi des cadences qui sont abordées, qui sont imposées par les robots sur les lignes de production, et je pense là au secteur de l'agroalimentaire. Je voudrais que l'on puisse approfondir nos propositions sur les carrières longues pour les jeunes qui démarrent leur carrière avant 20 ans ou avant 18 ans. Je souhaiterais, Monsieur le ministre, qu'au cours de ces débats, nous puissions prendre en compte aussi la situation des retraités actuels, agriculteurs, artisans ou commerçants, qui ont des petits, ou leurs conjoints, qui ont des petites retraites. Et je souhaiterais que nous puissions, dans les 5 ans qui viennent, eh bien, avoir une trajectoire de rattrapage de ces petites retraites pour arriver à la proposition du président de la République, à savoir d'avoir un minimum retraite de 1 000 euros. Je serai aussi très attentif sur la question du cumul emploi-retraite
et comme l'a dit Patrick Mignola, le président du groupe Modem, sur la question du tutorat. Moi, je souhaiterais que quelqu'un qui aborde sa fin de carrière et qui est à quelques années de la retraite, qui entrevoit la retraite, je souhaiterais qu'il puisse capitaliser, emmagasiner des points en consacrant du temps à un jeune qui rentre dans l'artisanat, dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur de l'industrie. Cette question du tutorat est pour moi quelque chose de précieux. Enfin, sur la question du volet financier, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu approfondir sur le projet de loi ordinaire puisque nous n'avons pas pu débattre de l'article 57 et je compte sur les débats dans l'hémicycle pour que nous puissions aborder la question de l'équilibre financier du projet. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues. Nous sommes face à vous, disposés à mener la bataille parlementaire. Cette bataille, nous l'avons préparée. Nous la mènerons d'abord au nom de ces femmes et de ces hommes mobilisés depuis plusieurs mois contre votre projet de réforme des retraites et qui en paient le prix fort à l'heure de rentrer à la maison avec des bulletins de paie à 0. Nous la mènerons car nous savons que si nous sommes ici l'opposition et en minorité, dans le pays sur cette affaire des retraites, nous sommes la majorité. Oui, une écrasante majorité de Français considère que le bon port pour votre projet de loi, véritable usine à gaz qui va faire autant de régimes spéciaux qu'il y a de générations, c'est la poubelle. Ainsi, le texte a beau être présenté devant cette Assemblée, le mot d'ordre dans le pays demeure inchangé. Retrait, retrait ou référendum. D'abord parce que vous n'avez pas de mandat pour faire ce que vous faites. Faut-il rappeler que dans le programme d'Emmanuel Macron qui vous engage, vous aviez clairement écrit qu'on ne toucherait ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions, alors qu'ici, vous ne faites que cela. Bien sûr, les Français ont compris qu'ils auraient toujours le droit de partir à 62 ans, mais ils comprennent aussi qu'il ne vaudrait mieux pas le faire, compte tenu du recul, génération après génération, du fameux âge pivot ou âge d'équilibre qui, même provisoirement, n'a jamais disparu de votre texte de loi. Diminuer le niveau des pensions ou faire travailler les Français plus longtemps par l'âge d'équilibre, ce sont deux manières de dire exactement la même chose. Les Français paieront dans leur chair votre projet. Pour le justifier, vous avez surjoué l'alerte sur un déficit prévisionnel que vos propres politiques ont contribué à construire. Mais 8 à 17 milliards, ce n'est rien si l'on considère par exemple les 42 milliards d'encours bancaires pour les retraites chapeaux, les 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 l'an dernier. Et c'est moins que rien si on considère les 300 milliards d'euros que pèsent les retraites et que vous voulez faire progressivement mais très méthodiquement fuir vers les systèmes par capitalisation. Comme vous, nous avons le souci du sérieux et de l'équilibre financier, mais contrairement à vous, nous refusons d'en faire payer le prix aux seuls Français par le travail, alors que la richesse produite est très grande, mais très mal répartie. Financer les retraites, c'est d'abord partager les richesses, et c'est précisément ce que vous refusez de faire. Comme cela ne suffisait pas, vous avez fait ce pari que la jalousie des Français entre eux serait supérieure à l'aspiration de tous à de bons niveaux de pension, en agitant comme un épouvantail les régimes spéciaux qui ne représentent pourtant que 3% de la population active. Certes, l'universalité, c'est un bon mot d'ordre, mais désormais, quand vous parlez d'universalité, tout le monde se moque de vous, tout le monde vous rit au nez. Le Conseil d'État, qui n'est pas un nid d'insoumis, s'est en effet chargé de valider l'essentiel des arguments de l'opposition et de faire tomber comme des dominos, un par un, les éléments de langage, tous plus fumeux les uns que les autres, que vous avez cessé de servir. Dès lors, que reste-t-il de votre projet de loi ? Rien d'autre qu'une vaste mesure d'âge qui va contraindre les Français à travailler toujours plus longtemps, au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, alors qu'un actif sur deux n'est déjà plus en emploi à l'âge d'arriver à la retraite et que ce pays compte quelques 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. J'ai eu l'occasion de le dire dans ce débat sur les retraites, on a beaucoup parlé technique, comptabilité, calculatrice, âge d'équilibre, mais on aurait surtout dû parler jardinage, musique, lecture, cinéma,
passion, amitié, amour. À l'heure du défi climatique, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin? Non, il n'est pas juste que les Français aient à travailler plus longtemps pour financer les retraites. Ils produisent déjà bien assez de richesses qu'il s'agirait simplement de mieux répartir. Pour nous, c'est clair, la retraite, c'est 60 ans. Aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète et personne sous le seuil de pauvreté. Est-ce désirable? Est-ce désirable? Je pose la question car si ça l'est, nous pouvons vous rassurer sur la manière pour financer cela. Il nous faudrait simplement 2 petits points de PIB de plus d'ici à 2040 consacrés aux retraites. Ce n'est rien comparativement au point de PIB passé des poches du travail à celles du capital ces dernières années. Alors, chers collègues, j'achève. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, nous dit le poète. Alors, vivons! Merci, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Fabre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Si je monte à la tribune aujourd'hui au nom du groupe La République En Marche, c'est parce que nous sommes fiers de cette réforme. Depuis sa création, le système de retraite a vocation à aller vers l'universalité. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un grand pas dans le sens de l'histoire. Pour permettre que la vie après le travail soit envisagée avec sérénité, pour toutes et tous de manière juste, pour garantir à Adèle, qui a 20 ans, qu'elle aussi aura droit à une retraite, comme ses parents et ses grands-parents avant elle, pour que les droits de Maxime, qui a travaillé toute sa vie comme moniteur dans une école de conduite, sans progression de carrière, aient autant de valeur que les droits acquis par Paul, qui a gravi les échelons d'une grande entreprise. Pour Marie, qui a été infirmière à l'hôpital, puis dans une clinique, qui a déménagé et monté son cabinet en libéral avant de revenir travailler à la PMI, pour que ses droits à la retraite soient plus clairs pour elle, tout au long de son parcours, pour qu'elle n'ait pas de mauvaises surprises sur sa pension. Pour Suzanne, qui monte sa charcuterie, qui va travailler dur et gagner peu pendant plusieurs années, pour que chacune de ses heures travaillées compte. Ces gens-là et bien d'autres sont aujourd'hui les victimes d'un système où les plus précaires cotisent pour les plus aisés. Car c'est ça la vérité aujourd'hui. C'est à cela qu'on s'attaque. C'est pour ça que nous sommes si déterminés. C'est pour ça que ce projet de loi prévoit de redistribuer les droits à la retraite en faveur d'Adèle, de Maxime, de Marie, de Suzanne et de bien d'autres, artisans, commerçants, agriculteurs, ouvriers, employés, précaires, mères de famille. Ne vous en déplaise, notre projet s'appuie sur les valeurs centrales posées en 1945 par le Conseil national de la Résistance. L'équité entre les générations et la justice au sein de chaque génération. Michel Rocard, dans son livre blanc sur les retraites, disait « Ces valeurs nous indiquent le chemin et donnent de solides critères de jugement ». C'est en référence à ces valeurs que je défends aujourd'hui, au nom du groupe La République En Marche, ce projet de loi pour un système universel de retraite. Chers collègues, la justice au sein de chaque génération, c'est un système de retraite qui prenne en compte la pénibilité de façon généralisée et unifiée, qui s'adapte aux apparitions et aux évolutions des métiers. De ce point de vue, il est urgent d'attacher la pénibilité aux situations de travail plutôt qu'au statut. À ce titre, l'ouverture du C2P aux agents de la fonction publique, la meilleure prise en compte de la polyexposition, la baisse des seuils concernant le travail de nuit et les équipes alternantes vont résolument dans le bon sens. Car l'universalité des droits, ça n'a rien à voir avec l'uniformité des parcours. Retraite et pénibilité ne sont pas les mêmes sujets, mais ce sont des sujets interconnectés. De même que retraite et emploi des seniors, car bien vieillir suppose de bien vieillir au travail et de bien vivre au travail. Notre société ne doit pas se résigner à laisser certains de ses citoyens s'abîmer au travail alors que l'on pourrait penser une démarche préventive et des parcours plus mobiles qui permettraient d'éviter cela.
Elle ne doit pas non plus exclure ces seniors de l'emploi. C'est en ce sens que nous défendrons des amendements instituant un entretien obligatoire sur les possibilités d'aménagement de fin de carrière, la possibilité d'entrer en retraite progressive dès 60 ans, la mise en place d'un accompagnement pour le cumul emploi-retraite et la retraite progressive, l'abaissement de l'âge de la retraite progressive à 55 ans pour les personnes en situation de handicap. Conformément aux conclusions du rapport Bellon, Mériot et Soussan, nous défendrons également un amendement visant à inscrire obligatoirement la prise en compte du vieillissement au travail des femmes et des hommes dans les négociations triennales de branche sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous croyons à une prise en compte des situations de travail pénibles très en amont, au niveau de la prévention et de la reconversion professionnelle. Et nous saluons à ce titre les avancées issues des concertations lancées par Madame la ministre du Travail avec les partenaires sociaux. Si nous sommes convaincus que le meilleur remède à la pénibilité est son évitement par des actions préventives, ne nous leurrons pas sur le fait que de nombreux travailleurs n'y auront pas accès et qu'il faut également prévoir une réparation. Sur ce point, on peut regretter que les discussions n'aient pas encore abouti. Elles doivent continuer et vont continuer. Sur les questions de la réparation dans les situations de travail impliquant l'exposition aux 4 facteurs aujourd'hui exclus du C2P. Nous regarderons ça sous le regard attentif et appuyé de notre groupe, ainsi que des rapporteurs du texte, et notamment de Jacques Maire. Nous renouvelons à ce sujet notre confiance dans le dialogue social en appelant à la responsabilité de chacun. Michel Rocard disait « À grande cause, grande controverse », notre hémicycle ne sera pas en reste et nous permettra de débattre. Le groupe La République En Marche y prendra toute sa place. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Avec plaisir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'ai retenu les propos que vous répétiez en boucle. Réforme la plus structurante du quinquennat, réforme universelle, réforme juste. J'ai même entendu fraternelle. Les mots sont forts. Ils ont été habilement choisis, mais la réalité, c'est que cette réforme n'est ni juste ni universelle. Et elle ne laisse pas le choix de sortie aux futurs retraités, contrairement à ce que vous dites. Je vous conteste la volonté d'incarner les réformateurs courageux. Ainsi, quand de nombreuses professions sont sorties du futur dispositif, où est son caractère universel? Où est l'équité? La réalité, c'est que vous instaurez 5 régimes. Le régime des salariés, le régime des fonctionnaires, magistrats et militaires, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles et enfin le régime des marins. Et le Conseil d'État le souligne. À l'intérieur de ces régimes, tous ne seront pas soumis aux mêmes règles. Extraordinaire, contrairement à ce que vous voulez faire croire aux Françaises et aux Français. Certains salariés des régimes spéciaux continueront de partir à la retraite à un âge moindre que les autres salariés du même régime. Et enfin, d'autres professions continueront à bénéficier de leur régime complémentaire. En quoi ces mesures sont-elles justes? Où voyez-vous de l'universalité? Sur la notion d'équité que vous prônez du matin au soir et du soir au matin, j'affirme que c'est un mensonge. Pour les femmes, pour les salariés et les cadres du secteur privé, pour les enseignants, pour les aides-soignantes, pour les infirmiers, pour les professions libérales, dont les avocats, pour toutes les catégories C de la fonction publique territoriale, c'est une baisse programmée de leur retraite. Où est l'équité? En réalité, par manque de courage, vous supprimez la durée de cotisation, exit les trimestres cotisés, et vous instaurez un âge d'équilibre. C'est une demi-mesure. La clarté serait d'annoncer aux Français la nécessité de travailler plus longtemps. Avec cet âge d'équilibre, vous instaurez une super décote. Je réitère mon terme, une super décote. Vous leur laissez l'illusion d'un choix possible, mais partir à la retraite avec des revenus qui ne permettent pas de vivre dignement, c'est un mensonge. Enfin, et c'est le comble, vous demandez au Parlement
de voter un texte qui fait abstraction de toute mesure de financement. Vous annoncez des mesures de solidarité, mais comment les financez-vous? Vous parlez de pénibilité, mais comment la financez-vous? Vous renvoyez toutes ces questions et toutes nos questions à la conférence de financement. Ce n'est pas sérieux, c'est même dangereux, car il en va du patrimoine collectif et individuel de chaque Française et de chaque Français. Votre réforme est illisible et elle est mal préparée. Pourtant, pendant plus de 2 ans, vous avez concerté avec les partenaires sociaux. Mais qu'avez-vous fait pendant ces 2 années? Un dialogue qui se solde par la plus grande crise sociale depuis 1968, ce n'est pas un dialogue. Toutes nos interrogations, telles que la valeur du point, la superdécote, la durée de cotisation, la période de transition, sont restées sans réponse. Monsieur le ministre, vous admettez que les réformes précédentes ont été adoptées par le Parlement en toute connaissance des paramètres et elles ont permis de rapprocher les niveaux de cotisation salariale publique-privée et les durées de cotisation. En 2010, nous avions garanti l'équilibre du régime en 2016 et en 2017. Notre groupe, en totale responsabilité, porte un contre-projet à votre réforme et nous assumons avec courage une mesure d'âge de départ car elle permettrait de financer la pénibilité et le travail et d'améliorer l'employabilité des seniors. Ces sujets ne sont pas réellement traités par votre texte. Monsieur le ministre, il est de votre autorité de permettre au Parlement de travailler dans des conditions normales, vous qui vouliez faire de la politique autrement. Les délais accordés à la commission spéciale ne nous ont pas permis de prendre connaissance des 1000 pages d'études d'impact, des 65 articles du projet de loi ordinaire et des 7 articles du projet de loi organique. Nous avons le sentiment d'avoir été dépossédés de notre travail. Nous ne pouvons pas traiter avec désinvolture le fruit d'une vie de travail. Les Français attendent de nous de la rigueur et du sérieux. Mais quand le gouvernement prévoit 29 sujets d'ordonnance, c'est un mépris du travail parlementaire, de la représentation nationale. Sur ce sujet, et compte tenu des nombreux points à clarifier, à éclaircir, il convient de donner du temps à l'étude de cette réforme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Hervé Solignac. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je crois que rarement notre Assemblée n'aura entamé l'examen d'un texte avec autant de fébrilité. Mais rarement aussi le sentiment d'insécurité sociale n'aura atteint un tel niveau dans notre pays sur un sujet majeur, un sujet qui touche des millions de Français. Il y a derrière ce débat un enjeu qui implique toutes les strates générationnelles et qui plonge dans l'inconnu nombre de nos concitoyens, tant votre équation ne comporte que des inconnus. En effet, les semaines qui viennent de s'écouler ont largement nourri les appréhensions de toute nature. Là où vous auriez dû lever des doutes, vous les avez confortés. Là où vous auriez dû faire de la pédagogie, vous vous êtes perdu en conjectures. Il y a d'abord eu le bourbier du dialogue social, puis il y a eu ensuite le départ par la petite porte du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Puis il y a eu la sanction unanime des économistes de tous bords. Puis enfin les doutes sur le financement qui ont fini par atteindre le MEDEF lui-même. Et enfin, le jugement sans précédent et surtout sans appel du Conseil d'État. Il y a eu ensuite l'incroyable théâtre de la commission spéciale, avec un index sorti du chapeau à la dernière minute qui n'existe pas et qui est à inventer. Et puis un rapporteur général de la commission des finances qui écrit en toute hâte au Premier ministre pour lui asséner un flot de questions absolument saisissantes. Et enfin, dernier épisode d'une série à feuilleton, le départ précipité de la ministre des Affaires sociales qui disparaît du paysage la veille des débats. Bref, tout cela est inédit. Inédit de confusion, d'impréparation et de tergiversation. Inédit également dans notre Ve République de négliger à ce point le Parlement comme vous avez pu le faire. Nous avons une certaine habitude de l'empressement, pour ne pas dire de l'emballement législatif. Mais lorsqu'il s'agit de causer d'une dépense qui s'élève à 325 milliards d'euros par an pour l'État, ne nous en voulez pas si l'on cherche à vérifier que le financement de votre réforme est assuré. C'est tout simplement notre mission de députés. Et pour faire ce travail correctement, il aurait été judicieux que l'on dispose d'un peu de temps.
le temps de lire 1000 pages d'études d'impact, le temps de réfléchir à des amendements de qualité, le temps d'échanger avec les partenaires sociaux, le temps de l'analyse. Vous nous avez privés de ce temps. Vous avez préféré négliger la représentation nationale comme si elle était devenue secondaire dans notre démocratie. Vous avez cédé à la tentation du passage en force et vous vous étonnez de ce que certains puissent causer du tort au rythme que vous aviez prévu en déposant des amendements par milliers. Alors je vous le dis, mes chers collègues, il n'y a aucun déshonneur à remettre l'ouvrage sur le métier quand celui-ci est à ce point interrogé, pour ne pas dire remise en cause par une majorité de Français. Au-delà du fait que le caractère urgent de la réforme est tout à fait contestable, son contenu apparaît aujourd'hui très éloigné des mots que vous prononcez quand vous vous efforcez de le promouvoir auprès de nos concitoyens. Le nouveau système devait devenir limpide, lisible et simple. Il est opaque, confus et complexe. Le nouveau système devait entériner la fin des régimes spéciaux et autonomes. Il reconnaît des régimes spécifiques avec des règles dérogatoires. Le nouveau système n'avait pas vocation à réaliser des économies sur le dos des futurs retraités. Il transforme pourtant les pensions en variable d'ajustement des finances publiques. Le nouveau système ne devait pas reculer l'âge de départ à la retraite en instituant non seulement la carotte de la surcote, mais aussi le bâton de la décote. Vous ne créez aucune réelle liberté de choix et vous obtiendrez un départ retardé tel que vous le souhaitez. Le nouveau système devait donner les mêmes droits à tous en autorisant un cumul emploi-retraite dès 62 ans avec des cotisations sans droit avant l'âge pivot. Vous créez des obligations qui ne donnent pas les mêmes droits à tous. Mais derrière ces mots, derrière les formules, il y a des vies. Il y a parfois des vies cassées, il y a toujours des aspirations à une fin de vie paisible et digne. Il y a des réalités, celles de femmes qui sont 40% à partir en retraite sans carrière complète, celles de paysans, de commerçants ou d'artisans qui n'atteignent pas le seuil de pauvreté, celles d'enseignants qui hésitent à jeter l'éponge, celles d'infirmières ou d'aides-soignantes qui interrompront leur carrière prématurément si venaient à disparaître les retraites actives qui leur permettent aujourd'hui de cesser un métier harassant en 57 ans. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. On voit bien les perdants, on cherche beaucoup les gagnants. Il faut conclure. Ne commettez pas l'erreur qui laisserait un sentiment d'injustice immense, peut-être le sentiment d'injustice de trop. Notre pays a besoin d'apaisement, de perspectives positives, d'unité et de confiance. Votre texte ne remplit aucune de ces exigences. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Mathilde Panot. Monsieur le ministre, puisque vous avez peur d'être trop subtil et trop intelligent, puisque vous pensez que le peuple est en grève car il ne comprend pas tout, je vais vous aider. Nous savons maintenant que LREM signifie la retraite en moins. Que votre système, soi-disant juste, universel et équitable, veut dire en réalité faire travailler les gens plus longtemps et pour moins d'argent. Et oui, des mensonges, même répétés à l'infini, ne font pas une vérité. La vérité, c'est qu'aucun gouvernement n'aura autant creusé les inégalités que le vôtre. Donner davantage à ceux qui se gavent déjà, appauvrir ceux qui en ont le moins, et avec cette réforme des retraites, s'empresser de creuser leur tombe. Vous vendez l'intérêt général pour vos intérêts privés. Vous osez donner la Légion d'honneur au patron français de BlackRock, mais c'est BlackRock qui devrait vous récompenser pour cette loi. Vous pourriez même leur céder votre place et assumer que cette Assemblée devienne, jusqu'à la fin de l'examen du projet, un conseil d'administration exceptionnel du fonds de pension américain. Pour faire main basse sur les 300 milliards de retraites, vous ne faites pas seulement les poches aux Français et aux Françaises, vous détruisez par le même coup les conditions de notre survie. BlackRock, je le rappelle, c'est des actifs dans 17 000 conseils d'administration à travers le monde, dont Monsanto l'empoisonneur, Total le pollueur, Bouygues le bétonneur et AXA le spéculateur. Vous savez si bien vous entourer. Vous n'avez aucune limite pour servir les puissances de l'argent qui n'ont guère plus que vous pour les défendre. La seule logique qui s'oppose en tout point à votre projet mortifère, c'est l'écologie populaire. Car l'écologie, c'est l'apprentissage de la limite. C'est elle qui nous ordonne de limiter le temps passé à travailler. Travailler plus longtemps,
c'est anéantir le temps libre, la possibilité de s'occuper des siens et des autres hors de la sphère marchande. C'est une entreprise de destruction de toute forme de vie intérieure. Nous ne sommes pas des êtres corvéables à merci, à essorer dans la centrifugeuse de l'argent et de la consommation. Nous sommes des êtres de pensée qui apprécions la beauté des choses, vivons grâce aux liens que nous nouons les uns aux autres. Et c'est une bien triste image que vous vous faites de la nature humaine si vous pensez que nous naissons pour travailler jusqu'à la mort. L'écologie, c'est partir des limites des êtres et faire le constat de leur vulnérabilité. Travailler 2 à 3 années de plus, c'est peut-être facile lorsqu'on siège dans un hémicycle ou dans un bureau de direction, mais pour beaucoup d'autres, cela ne signifie pas autre chose que la mort. Je pense aux égoutiers, aux fossoyeurs, aux boucherons, à celles et ceux pour qui l'âge de départ à la retraite que vous proposez coïncide avec celui de l'achat du cercueil. Une personne pauvre sur 4 meurt déjà avant l'âge de la retraite dans notre pays. Voici ce que vous allez encore aggraver, un monde où les gens vont passer du travail au cimetière. L'écologie populaire, c'est reconnaître les limites physiques des êtres, mais également les limites du vivant. Travailler plus pour produire toujours plus de marchandises inutiles et indésirables, c'est aggraver les émissions de gaz à effet de serre en échangeant de part à d'autre du monde, alors même que dans le 7e pays le plus riche au monde, les besoins fondamentaux des gens, s'éduquer, se soigner, se loger, respirer un air sain, ne sont, eux, pas satisfaits. L'écologie populaire, c'est la construction d'une civilisation du temps libéré. C'est réorganiser complètement nos modèles de production et de consommation pour répondre réellement aux besoins. Au lieu de faire souffrir les gens dans des petits boulots dépourvus de sens, le progrès, c'est justement de travailler moins et mieux. C'est de créer des millions d'emplois socialement et écologiquement utiles qui assurent nos pensions. C'est une société qui ouvre un horizon heureux, qui voit dans l'urgence écologique l'occasion d'inventer un autre monde, loin de votre misère et de votre morgue. Vous êtes la régression en marche, vous êtes restés coincés au XXe siècle, où seul comptait le productivisme et le PIB. Votre projet repose encore et toujours sur l'idée d'une croissance infinie et insoutenable. Vous vivez dans une fiction, vous imaginez continuer à nous épuiser, à nous consumer à la tâche, au milieu de paysages détruits, dans les lambeaux de ce qui existait avant et que vous ne seriez pas parvenus à conserver, faute à votre irresponsabilité. Mais prenez garde, le jour où les événements climatiques extrêmes nous frapperont encore plus fortement, notre cohésion entière reposera sur la solidarité. En vous en prenant à notre système de retraite, vous vous en prenez à nos capacités intergénérationnelles de résilience au changement climatique. Attaquer la solidarité, c'est nous affaiblir d'autant plus pour lutter et résister au changement climatique. Si nous voulons faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique, c'est vous qu'il faut mettre à la retraite. Nous sommes pour le retour de la retraite à 60 ans. Mais pour vous, nous voulons bien faire une exception. Partez maintenant et ne revenez jamais, car comme disait Aimé Césaire, nous ne vous livrerons pas le monde, à vous, les assassins d'aube. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Monique Limon. Monsieur le Président. Ça va. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le système de retraite actuel nous a accompagnés pendant 75 ans et malgré ses mérites historiques, il n'est plus adapté aux réalités démographiques, économiques et sociales du pays. Il nous faut désormais le transformer. Ce projet de loi instituant un système universel de retraite est fruit d'un long travail de concertation mené par le gouvernement et la représentation nationale avec la population et les partenaires sociaux. Il se fonde sur des principes d'équité et de justice sociale. Je tiens à saluer l'engagement des députés de la majorité avec lesquels nous avons réalisé plus de 160 réunions publiques sur le territoire afin de construire ensemble ce projet de transformation profonde de notre modèle social. C'est cet investissement et ce travail collectif qui nous permet aujourd'hui de proposer des amendements de groupe pour affirmer notre volonté de transformer le système de retraite afin qu'il soit plus juste, plus transparent, en particulier envers les plus vulnérables. Transformer le système de retraite nous conduit à prendre en considération toutes les inégalités et les injustices qui affectent les différents parcours de vie. Le système universel de retraite les améliorera, il conservera le même niveau de dépenses de solidarité, tout en leur répartissant de manière à ce qu'il soit plus redistributif. Je souhaite aujourd'hui mettre l'accent
sur les avancées que permettra cette réforme de retraite dans le domaine des droits familiaux et conjugaux pour résorber les inégalités entre les femmes et les hommes. En effet, concernant les droits familiaux et conjugaux, les amendements de groupe La République En Marche posent les principes d'une plus forte redistribution des droits à la retraite vers les femmes. D'autres amendements nous permettront des débats de société sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des couples et dans les différentes formes d'union. La création du système universel de retraite nous donne en effet l'opportunité d'adapter notre droit aux évolutions de la société. L'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la République. Les députés de la majorité sont déterminés à faire de la réduction des inégalités femmes-hommes l'un des principaux enjeux de la réforme des retraites. C'est pourquoi nous portons des propositions ambitieuses par nos amendements afin que les nouveaux droits attribués aux familles puissent réellement profiter aux femmes dans le sens de cette meilleure égalité. Jusqu'à présent, le système actuel de retraite renforçait ces inégalités. Par exemple, le système octroie aux femmes une retraite inférieure de 42% à celle des hommes et 20% des femmes continuent à travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Demain, le passage d'un système fondé sur une durée de référence à un système reposant sur un âge d'équilibre collectif permettra aux femmes dont les carrières sont incomplètes de prendre leur retraite plus tôt. Ce sera le cas pour plus d'un tiers d'entre elles. De nouveaux droits familiaux sont également attribués aux femmes afin de corriger les effets de l'arrivée et de l'éducation d'un enfant. Ce sera justice, car ce sont aujourd'hui les femmes qui sont les premières à subir des préjudices de carrière et à rencontrer des difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Dans le système universel de retraite, rappelons les avancées qui bénéficieront aux femmes et aux familles. Chaque enfant donnera désormais droit à l'attribution d'une majoration de 5% des points acquis, plus de 2% supplémentaires pour les familles de 3 enfants et plus. La moitié de ces points seront attribués à la mère au titre de la maternité. Nous voulons par ailleurs garantir que toutes les femmes soient compensées du préjudice de carrière qu'elles auront subi, notamment les plus modestes. C'est pourquoi nous leur accorderons une garantie minimale de points. La majoration attribuée à la mère ne pourra être inférieure à un montant plancher défini par décret. Certaines femmes subissent un préjudice de carrière plus grand encore du fait de leur isolement. Aussi, nous souhaitons que les mères isolées bénéficient à la retraite d'une majoration de ces droits. Une majoration supplémentaire sera accordée aussi pour enfants en situation de handicap. La pension de réversion permettra désormais de garantir un niveau de vie constant au conjoint survivant qui, dans 90% des cas, c'est une femme. Nous souhaitons également mieux prendre en compte les droits à la réversion pour les personnes divorcées en créant un dispositif pour protéger les femmes qui ont dû, au sein de leur couple, réduire ou interrompre leur activité. Par ailleurs, le système valorisera chaque période travaillée et sera plus favorable aux carrières heurtées ou durablement effectuées à temps partiel, situation que connaissent beaucoup de femmes. Nous prendrons en compte la pénibilité qui touche particulièrement les femmes qui exercent des métiers en horaire décalé et ou qui sont amenées à porter des charges lourdes. Enfin, la revalorisation du dispositif de minimum de retraite, qui sera porté à 85% du SMIC en 2025, profitera principalement aux femmes. Vous l'aurez compris, chers collègues, nous sommes fiers de pouvoir participer à la refonte de notre système de retraite qui redonnera confiance aux bénéficiaires de demain en la possibilité d'une retraite fondée sur les principes d'une meilleure redistribution, durable, plus juste et plus égalitaire. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Ludovic Pajot. Bonsoir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, ce projet de réforme du système des retraites qui est présenté aujourd'hui à la représentation nationale est sans doute le texte le plus symbolique de l'esprit de l'exécutif. Il en ressort tout d'abord un mépris manifeste pour le peuple. Alors que la contestation est générale, des cheminots aux avocats, en passant par les professions libérales, les enseignants, les personnels hospitaliers et même les militaires, le gouvernement refuse de donner la parole au peuple à travers un référendum. Et pourtant, cette réforme qui concerne l'ensemble des Français remet clairement en cause notre pacte social. Mais ce texte traduit également un profond mépris envers le Parlement. Même si cette Assemblée est bien loin d'être représentative, la manière qu'a l'exécutif de traiter le Parlement souligne le peu de considération qu'il lui porte.
le nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance demandées aux parlementaires dans ce texte en est d'ailleurs la triste illustration. Soit la réforme voulue par le gouvernement n'est pas prête, et cela traduit un amateurisme total, soit, et je crois que cette solution est la plus réaliste, tout est prêt et ils préfèrent légiférer dans la dissimulation sur des mesures auxquelles les Français sont farouchement opposés. Je pense bien sûr au développement progressif de la retraite par capitalisation, symbole de l'individualisme que la Macronie cherche à mettre en place partout, au détriment de la retraite par répartition, symbole des liens intergénérationnels qui font notre cohésion nationale. Enfin, et c'est sans doute l'élément novateur, un mépris des institutions. L'exemple le plus flagrant est la manière dont le gouvernement a traité le Conseil d'État dans l'élaboration de ce texte. Celui-ci n'a d'ailleurs pas manqué de le noter dans son rapport. Sur le fond, il est grand temps de cesser de mentir aux Français. Il s'agit avec ce projet de loi avant tout d'une réforme budgétaire. Il faut dire que cela fait quelques années que les instances de l'Union européenne, via les fameuses grandes orientations des politiques économiques, poussent à cette réforme guidée par l'idéologie de l'austérité budgétaire. L'objectif, in fine, est de faire baisser la part du produit intérieur brut dédié aux retraites de 13,8% aujourd'hui à 12,9% demain. Prise en compte de l'ensemble de la carrière pour les salariés du privé, en lieu et place des 25 meilleures années, instauration d'un système par points avec une incertitude totale sur la valeur dans le temps, et compte tenu de la non-diminution du nombre de retraités, chaque Français aura compris que ce système aboutira mécaniquement à une baisse du niveau des pensions. Et ce n'est pas la massive et contestée étude d'impact de 1000 pages qui permettra de dissimuler cette réalité. Le constat de l'orientation dangereuse pour les Français de ce projet de réforme ne doit pas cependant laisser penser que le système actuel des retraites est parfait. La perfection n'est, semble-t-il, pas de ce monde, et le système de retraite n'échappe pas à ce principe, mais il reste viable. Ce qui est avant tout nécessaire, c'est de générer des recettes supplémentaires. Cela passera nécessairement par une politique nataliste et une plus forte création d'emplois. Sans parler des quelques 500 000 travailleurs détachés présents sur notre sol et qui représentent un manque à gagner de près de 3 milliards d'euros pour nos retraites. En outre, nous considérons que les régimes spéciaux, pour les militaires notamment, mais aussi les régimes autonomes comme celui des avocats, dans leur grande majorité, doivent être maintenus, bien que certains aménagements à la marge puissent être nécessaires. C'est tellement vrai que la multiplication des régimes particuliers créés rend illusoire le régime d'universalité qui nous est vendu. Précarisation, privatisation et financiarisation, tel est en quelque sorte le triptyque mortifère de ce projet de réforme des retraites. La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. Ces propos de Gustave Le Bon illustrent assez bien le climat dans lequel nous nous trouvons actuellement. Les Français sont en grande majorité opposés à cette réforme que le président de la République, le gouvernement et la majorité des députés En Marche souhaitent imposer. Mesdames et messieurs les députés, on ne gouverne pas contre le peuple. Vous savez que les Français sont contre votre réforme. Vous voulez passer en force, ce sera à vos risques et périls. Merci, monsieur le député. La discussion générale commune est close. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, j'ai noté beaucoup de choses au fil de vos interventions. Si vous le permettez, je ne serai pas exhaustif ce soir, mais je me proposerai de revenir sur de nombreux sujets qui ont été évoqués au fil de nos discussions. Cela étant, peut-être quelques éléments qui sont venus de façon récurrente dans les propos des uns et des autres. D'abord, j'ai entendu plusieurs députés de la majorité rappeler leur satisfaction, leur fierté, comme Madame Fabre, Madame Limon, de voir ce texte arriver ici dans l'hémicycle et leur volonté de réussir cette transformation sociale. Et je les remercie d'avoir souligné les nombreux
évolutions que ce texte contient et qui notamment doivent permettre d'assurer plus de solidarité. J'ai aussi entendu un certain nombre de questions, aussi bien chez le député Thierry Benoît, pour ce qui est des questions des carrières longues, de la pénibilité, de la situation aussi des retraités d'aujourd'hui. J'ai aussi entendu chez le président Philippe Vigier un certain nombre de questionnements et d'inquiétudes sur la confiance nécessaire à construire. Et sur le fond, le président Vigier le sait bien. Je sais que l'exercice que nous faisons ensemble pendant ces nombreuses semaines, et en tous les cas le temps nécessaire pour en débattre, doit contribuer à cette confiance que nous voulons instaurer avec nos concitoyens. J'entends que certains ont souligné, dont le président Vigier, le nombre important d'ordonnances qui pouvaient les interpeller. D'abord, nous l'avons déjà vu en commission spéciale, nous étions déjà en situation de transformer au moins l'une de ces ordonnances en disposition en dur dans le texte. Nous continuerons à le faire durant l'examen de ce texte dans les jours qui viennent. Madame la présidente Valérie Rabault m'avait interrogé, même si elle nous a quittés peut-être ce soir, voilà, m'avait interrogé, mais sur un sujet où elle m'interroge de façon assez récurrente, et m'interpellant sur le sujet des cadres et des ouvriers et cherchant à souligner la forme d'opposition qu'il y aurait entre les carrières des uns et des autres. Je lui ai déjà dit, mais je le redis bien volontiers, que la réalité de l'insertion dans l'emploi pour tous ceux qui sont assez fortement diplômés et cadres est bien supérieure à celle qui sont peu diplômés, ce qui fait que la réalité, c'est que les peu diplômés qui ont des métiers d'ouvriers ou d'employés rentrent autour de 21 ans dans la vie active et que les très diplômés plutôt autour de 22. Donc il n'y a pas de différence significative. Il n'est donc pas exact de vouloir les opposer. Et puis je ne suis jamais sûr que ça soit bon de vouloir opposer les Français les uns entre les autres. Et c'est aussi faire fi, à mon avis, de la possible progression sociale qui doit s'ouvrir à tous. Monsieur le Président Faure, vous avez évoqué la manne magique que serait la CADES et la fin d'un certain nombre de dispositions de remboursement de la dette sociale. Moi, je pense qu'il faut prendre garde à ne pas vendre 2 fois ou 3 fois ou 4 fois le même produit ou les mêmes opportunités. Et effectivement, là où on aura pu se rejoindre avec le président Faure, c'est qu'il avait souligné l'importance des autres enjeux qu'il y a devant nous, notamment la dépendance, l'hôpital. Et je crois qu'il faut savoir, en matière d'équilibre des retraites, regarder ce qu'il y a dans le domaine du contributif et donc de la responsabilité de ceux qui constituent les recettes et de ceux qui décident des dépenses. Je voudrais, Monsieur le Président, aussi peut-être dire un mot. J'ai entendu aussi le président Mignola souligner son adhésion pour ce nouveau contrat social avec les Français, tout en nous rappelant ce qu'il mettait derrière cette adhésion. À la fois l'équité avec la fin des régimes spéciaux, la solidarité vis-à-vis des femmes, des agriculteurs, de tous ceux et de toutes celles qui ont des carrières heurtées, la solidité et la responsabilité, car je crois que le président Mignola a bien souligné sur le fond ce qui est indispensable, c'est que si nous voulons que ces droits nouveaux prospèrent, si nous voulons avoir une solidarité dans la durée, il faut que nous ayons un système qui soit robuste et qui soit financé et donc à l'équilibre. Je pense que ces dispositions auraient pu peut-être convenir au président Éric Woerth, qui pourtant a parlé à plusieurs reprises de cet nécessaire esprit de responsabilité. Et je pense qu'on aurait pu retrouver ici les uns avec les autres, même si j'ai entendu qu'un certain nombre de questions restaient en matière de financement. Moi, je voudrais juste dire ce mot au président Éric Woerth, mais qui n'est peut-être plus avec nous ce soir. Mais voilà, je pense qu'on peut... Et puis, il a été très assidu en commission spéciale, donc je ne lui fais pas du tout grief de ne pas être avec nous ce soir. Je pense que la réalité de la proposition du gouvernement, vous vous en souvenez, c'est une proposition avec un âge d'équilibre qui se construisait progressivement entre 2022 et 2027 et que cette disposition de l'âge d'équilibre assurait la stabilité financière du système. Le gouvernement, à juste titre, et moi je crois que le gouvernement a bien fait, a répondu à l'appel des partenaires sociaux de manière à leur rendre la main
sur la construction du retour à l'équilibre. Mais les dispositions d'âge d'équilibre dans le système futur restent clairement mentionnées dans la loi, et c'est l'élément principal qui permettra la solidité et la robustesse. Donc il n'y a rien de caché, tout est transparent en la matière, et nous savons que l'âge d'équilibre est la donnée qui permettra de garantir à la fois un bon niveau de retraite à nos concitoyens, mais aussi de partager équitablement le gain d'espérance de vie entre du temps à la retraite et du temps aussi en activité, comme la loi de 2003 le précisait déjà à l'époque. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, peut-être, j'avais noté aussi quelques éléments de l'intervention de Madame la députée Clémentine Autain, mais qui est là, et qui nous interpellait en me disant que, ou en nous disant que nous serions dans l'aumône, dans le nouveau dispositif qui serait mis en place. Mais sur le fond, peut-on parler de cela? Et je crois que vous aviez plutôt la volonté d'essayer d'attirer mon attention en utilisant des mots qui sont sans doute pas adaptés à la situation. Vous le savez, Madame la députée, nous sommes dans un pays où les dépenses sociales représentent plus de 30% du PIB. Et donc la réalité, c'est que nous sommes dans un pays où la redistribution est une réalité. Et c'est pour ça aussi que nous sommes fiers d'être dans ce pays. Et je crois qu'on ne peut que là-dessus s'accorder. Et cette règle d'or que vous sembliez combattre tout à l'heure à la tribune, cette règle d'or, c'est juste le principe de solidité dans le temps, le principe qui permettra à la solidarité d'être durable, d'avoir, oui, parce qu'on en a besoin, dans notre pays, un partage aussi et une possibilité de maintenir des niveaux de pension qui sont, même si je l'ai compris pour vous, pas suffisants, mais qui sont de bons niveaux et qui doivent permettre en 2022 d'être à 1 000 € à minimum pour une carrière complète au SMIC et à 80% du SMIC en 2025. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire en conclusion de cette discussion générale, et je ne manquerai pas de revenir sur les autres sujets que j'ai notés au cours de nos débats. Merci, Monsieur le Ministre. Prochaine séance demain à 15 h, questions au gouvernement, suite du projet de loi et du projet de loi organique relatif au système universel de retraite. La séance est levée.